Salut la team BK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Larcier, ancien footballeur professionnel, qui, après sa carrière, est devenu directeur sportif, où il a exercé notamment à Dijon et Angers. Il va nous parler de son parcours et bien sûr nous donner les clés de la réussite. On est vraiment ravis, je suis vraiment ravie d'être avec toi et c'est très agréable pour nous de t'avoir en tant qu'interviewé. Comment tu es tombé amoureux du foot? Écoute, je ne sais pas vraiment. Ça a commencé, en tout cas, ce que je sais, c'est que ça a commencé tout petit. Mon père et mon frère faisaient du vélo et moi, je ne sais pas pourquoi je faisais le foot. Alors, évidemment, j'avais plein d'oncles qui jouaient au foot, mais mes parents n'étaient pas du tout foot. Ok, Et ça s'est fait naturellement et c'est devenu, c'est plus qu'une passion, un amour dévorant, on va dire. ok, Mais ok, très, 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 très jeune. ok, intéressant. Donc, du coup, tu es originaire d'Évreux. Donc, c'est une ville qui est, a priori, pas très connue pour nous, les Parisiens. Et pourtant, il y a des grands joueurs comme toi, comme Ousmane Dembélé ou Upamecano, qui y ont joué. Donc, notre interrogation, c'est quelle est la force de cette ville et du club Évreux FC? Alors, on n'est pas tous. Alors, moi, je suis évidemment originaire d'à côté d'Évreux, mais là où je te rejoins, c'est qu'Évreux a sorti beaucoup de joueurs pros pour une ville de cette taille. Alors, c'est une ville qui a aussi une histoire particulière parce que c'était une ville qui a été communiste, je crois, en tout cas politiquement, une cinquantaine d'années et qui a accueilli beaucoup de vagues d'immigration, notamment d'Afrique de l'Ouest. Et à travers une association qui était la Madeleine d'Évreux, a développé une école de foot hyper performante ainsi qu'un club de basket qui a été jusqu'en Pro A, mais surtout en Pro B, avec le premier joueur NBA, je crois, français à partir là-bas, Tariq Abdoulouad. Waouh, ok, génial. Donc, c'est une ville qui est un petit peu singulière. Et, euh, et ce microcosme, on se l'explique pas vraiment pourquoi, parce que tu as cité de beaux joueurs, les plus grands, mais après, il y a eu ça a commencé avec Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui a été pro aussi, Christophe Coquard et plein d'autres, Mathieu Baudemer. Mathieu Baudemer, d'abord, qui en parle beaucoup d'Évreux et qui appelle ce Ouais. club, en tout cas, la Madeleine d'Évreux, la Masia. Hein. Un peu comme à Barcelone, parce que ça sort évidemment beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, ouais, je sais pas, il y a une culture en tout cas du foot hyper importante. Et je crois qu'il y a le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient passés par là-bas et sortis pro, je crois que tout le monde est décomplexé en fait. Ouais, Tout le monde se dit on peut y arriver. Attends, il y a tous les exemples, ils sont juste devant nous. Les grands, ils sont juste devant, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Je crois que ça décomplexe pas mal de monde. Et après, il y a quand même la chance aussi d'avoir le Havre, qui est un grand centre de formation pas loin, ouais. qui prend aussi les meilleurs jeunes très tôt à Évreux, et la région parisienne aussi, qui fournit aussi pas mal de clubs pour aller s'épanouir. Parce qu'après, à Évreux, chez les adultes, il n'y a plus rien. Avant, il y avait Passy-sur-Eure, le club dans lequel je suis passé en national pour avoir un palier. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, évidemment, il faut sortir à travers les centres de formation. Donc, avant, on avait la chance à mon époque d'avoir Rouen et Le Havre. Maintenant, il n'y a plus que Le Havre. Mais c'est vrai, c'est une ville un peu singulière à ce niveau-là. Ouais, ok, bah intéressant, bah tu vois, je ne savais pas ça, donc très intéressant. Ok, et du coup, quel souvenir gardes-tu de cette période? Le, les débuts je mets du haut niveau, entre guillemets, mais le début où la compétition commence à s'élever, parce que c'était les moins de 15 ans nationaux, les moins de 17 ans nationaux, donc on jouait contre tous les clubs pro, Ouais, notamment. Donc voilà, les matchs étaient pour nous d'une qualité et d'une intensité supérieure à ce qu'on pouvait connaître plus jeune. ouais, bien sûr. Et puis une réelle concurrence sur les postes avec beaucoup de joueurs et tout. Donc ouais, le début du haut niveau, mais en même temps avec une culture club où une grande mixité et beaucoup de plaisir. On jouait au basket, on jouait au foot, pardon, mais on jouait aussi au basket parce que c'était l'époque Jordan. Donc avec les copains aussi de la Madeleine d'Évreux, on jouait pas mal au basket et tout, parce qu'on était évidemment sous influence de Jordan. Donc non, non, plein de bons souvenirs, des éducateurs géniaux. Euh, et puis, euh, et puis voilà, c'était vraiment
encore de l'insouciance en plus. Donc, même si on rêvait d'être pro, on y rêvait sans y croire. Donc, ouais, c'était de l'insouciance et que du plaisir footballistique. Ok, cool. Donc, du coup, on va retracer rapidement ton parcours. Donc, tu as joué, tu as commencé à Évreux, ensuite passé sur Eure, comme tu l'évoquais. L'OAC, en plus, c'est drôle parce que j'ai de la famille qui habite pas loin. Donc, Euh, tu sais que je vis à Montpellier en ce moment, donc je suis revenu un peu dans le coin. Ouais. ah ouais? Ouais. Et donc, j'ai adoré Alès. Alors, quand tu parles de l'OAC, c'est Alès, Ouais, ouais, ouais. l'Olympique d'Alès-en-Cévennes. Et j'ai adoré cette région. Je me suis éclaté aussi. Donc, je te laisse continuer. Ok. Donc, du coup, Dijon également. Et ensuite, malheureusement, tu as dû mettre fin à ta carrière à cause d'une malformation cardiaque. Donc, j'imagine que ça a dû être très dur. Donc, est-ce que tu peux évoquer avec nous rapidement cette petite période de ta vie, on va dire? La fin de carrière? Ouais, Ouais. Mais écoute, c'est pas une malformation cardiaque. Alors, un jour, en reprenant la saison, tu sais que dans le monde professionnalisme, on doit passer des tests cardiaques pour la Ligue. Et tous les ans, voilà, on passait des tests. Et un jour, cette année-là, le cardiologue me rappelle en me disant, le cardiologue du club qui me suivait depuis 4 ou 5 ans, me rappelle en me disant, écoute, viens me voir. Alors, le myocarde, le muscle du myocarde est épais. Tu es dans une zone, on ne sait pas trop, une zone grise. Il y a peut-être des risques ou pas. Et puis, c'était après l'affaire Thuram, il y a eu l'affaire Marie-Vivien Fauet. C'était un peu, tout le monde avait un peu peur. Donc, ils ont préféré ne pas prendre de risque et m'arrêter. Le protocole, c'était 6 mois d'arrêt et voir comment le cœur réagissait. ouais. Au bout de 6 mois, le muscle était resté à peu près de la même épaisseur. Donc, voilà, ils m'ont arrêté jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, bah, ils se sont aperçus que la maladie n'était pas. Il n'y avait pas de maladie, en fait. C'était comme le principe d'un muscle. Quand tu fais beaucoup de sport, bah, il grossit. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de maladie. Ça aurait pu être congénital, ça aurait pu être viral. Il n'y avait pas non plus de bactéries infectieuses. Euh, donc la bonne nouvelle, c'est que j'allais bien, mais que personne ne voulait me signer une licence parce que j'étais étiqueté potentiellement Ouais. Il y a malade prendre de ou dans risques une. Oui. et ça Et du suffit. coup, c'est ça. Plus personne ne voulait me signer une licence, donc j'ai été obligé d'arrêter. Donc voilà. Écoute, je l'ai plutôt bien vécu parce que je m'entendais très bien avec le président de l'époque et j'étais capitaine de l'équipe et j'avais commencé à anticiper ma reconversion. Ça a juste accéléré le process et je me suis Ok. jeté corps et âme dans ma reconversion. D'accord, ok. Donc, évidemment, j'aurais aimé, pour le plaisir du ballon, continuer à jouer. Mais bon, voilà, j'ai eu le projet qui s'est présenté tout de suite, donc j'ai foncé, j'ai repris les études et voilà, je suis passé à autre chose, très rapidement. Ok, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, comment ça se passe en termes de ton entourage? Tu me disais justement du coup que tu t'entendais bien avec le directeur du club. Est-ce que tu avais un agent à ce moment-là et comment ça se passe avec les clubs, ta famille, tes amis? Alors, il me restait 1 an de contrat, j'avais un agent. Ben ouais, Alors, faut que tu saches aussi que le médecin du club, c'est mon témoin de mariage. Donc, tu vois, D'accord. Ok. j'étais aussi bien entouré sur le conseil et tout ça. Je n'étais pas livré à moi-même. Non, écoute, ça se passe naturellement. Les gens ont vu que je m'étais déjà projeté sur ma reconversion, sur l'après-carrière. Donc, bah, mon agent, tant pis pour lui. Hein. Ouais, non, ouais, bien C'est sûr. comme ça. C'est comme ça. Donc, non, non, écoute, ça s'est passé très facilement et aussitôt, je me suis mis au boulot. Donc, j'ai dû arrêter juillet au moment des examens et en août, je me projetais déjà dans mon futur métier. Ok, Donc, j'ai eu cette chance et ça a vraiment facilité les choses. ok, d'accord, ok. Et du coup, ensuite, tu as enchaîné sur directement, tu as entraîné un petit peu? Non, pas du tout. Alors, la chance que j'ai eue, donc je te disais, mes rapports un peu spéciaux avec le club, avec le DFCO et puis le président du club, c'est qu'il m'a demandé ce que je voulais faire. Il m'a demandé si je voulais entraîner, passer mes diplômes. Ouais, Et je lui ai dit non, j'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans le monde ailleurs. Donc j'ai dit, écoute, ce qui va te permettre de voyager, c'est le recrutement. Donc à l'époque, il n'y avait pas de cellule de recrutement au club, c'était des agents qui géraient le recrutement, un groupe ouais, d'agents.
Ok. Donc, je lui dis, écoute, laisse-moi te faire un projet de monter une cellule de recrutement, te montrer que je peux faire aussi bien que les autres. Et en plus, on va devenir indépendant, tu ne dépendras plus des agents, quoi. On va pouvoir recruter, développer une identité spéciale, très club, à mon image, qui était, moi, j'étais vraiment voilà, à fond dans mon club. Et donc, il m'a dit, bah, écoute, tu as 2 ans pour faire ton preuve. Ok. Au bout de 2 ans, si tu n'es pas bon, je te vire, et si tu es bon, je te garde. Écoute, ça a duré. C'est un bon deal, ça va. Ouais, donc je te disais, ça a duré jusqu'en 2020. Ok. 2009-2020. Ok. Donc, du coup, ouais, c'était justement, je m'interrogeais sur qu'est-ce qui fait qu'un ancien joueur se dirige vers une carrière de directeur sportif plutôt que d'entraîneur. Et du coup, c'est ton envie de voyager, de voir autre chose, de créer une unité et venir en soutien du club, du coup. Oui, et puis, comme je te le disais, bah, le recrutement, bah, tu vas avoir des joueurs un peu partout sur la planète. Tu essayes de trouver des. Alors, ça peut être le monde amateur. On a fait beaucoup de recrues dans le monde amateur. À Dijon, on a eu cette chance qui ressemble à mon parcours, parce que moi, j'ai pas. Mes parents m'ont jamais laissé aller en centre de formation, donc je suis passé par tous les niveaux amateurs Ouais. pour devenir pro. Et donc, on a fait beaucoup de bons coups dans le niveau amateur, mais après, on est parti aussi au Japon, en Argentine. Enfin, on a traversé tous les continents, on a fait beaucoup de détections en Afrique. Enfin, c'était vraiment génial cette période. Ouais. Écoute, j'ai pu assouvir mes envies de voyage, mes envies de découverte de football autres à travers mon métier. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Ok, génial. Et du coup, si tu pouvais rentrer plus en détail, parce qu'on sait que grosso modo, le directeur sportif s'occupe du recrutement, mais de manière plus détaillée, quel est son rôle? Est-ce qu'il a des consignes du club? Est-ce qu'il a des consignes du coach? Ou est-ce qu'il a carte blanche et ensuite il vient avec des propositions? Enfin, comment ça se passe? Ouais, alors le poste de directeur sportif, c'est un petit peu le carrefour de tout dans un club. La première des choses, c'est de respecter le budget du club, la masse salariale. Donc, évidemment, tu es hyper encadré Ouais, dans ton recrutement et dans le choix de tes joueurs. À Dijon, à un moment, au plus haut de la Ligue 1, on avait 11,5 de masse salariale, un peu moins de 12, ouais, ce qui est vraiment plus haut de Ligue 1. Donc, évidemment, il faut trouver des solutions de recrutement un peu malines. Donc, il y a ça. Il y a aussi mettre toute la politique sportive, donc tout le recrutement des éducateurs au centre de formation, mais chez les pros. Il y a évidemment toute la mise en place du recrutement, organiser la cellule chez les pros, chez les jeunes, valider les dossiers. Euh, il y a beaucoup d'échanges à tous les niveaux avec ton président évidemment, justement pour cet échange et de voir les grandes lignes directrices, là où il veut emmener son club à court terme, moyen et long terme. Est-ce qu'on veut être un club formateur? Est-ce qu'on veut être un club de post-formation? Est-ce que dans 5 ans, on vise l'Europe ou au contraire, non, on joue le maintien parce qu'on est dans une ville moyenne et que ça va être dur tous les ans? ouais. Voilà, il faut être raccord sur les objectifs tous ensemble. Beaucoup d'échanges avec le directeur général pour justement le respect de tous, de l'argent, tu vois, Ouais. on fasse pas n'importe quoi parce que on peut vite sinon tomber et exploser le club. Toute la partie technique qui est passionnante, les échanges avec le coach sur comment on crée une équipe compétitive, Ouais. comment les associations de joueurs, l'équilibre offensif, défensif. Donc ça, c'est hyper passionnant aussi. La relation avec les agents. Ça, c'est le côté le moins marrant, mais en même temps, Ah ben, on le va y côté, venir justement. ouais, le côté un peu qui amène du piment, parce qu'il y a pas mal, c'est là où ça frite, quoi. C'est là Ouais. où les négociations peuvent être âpres. Euh, la relation avec tes joueurs, parce que évidemment, dans une équipe, on va dire, on est entre 25 et 30 à l'entraînement, il y a 11 titulaires, donc il y a une vingtaine de frustrés, une quinzaine de frustrés toutes les semaines. Ouais. Donc ça, c'est la partie humaine qui est la plus importante. Avec le coach, il faut vraiment là-dessus qu'on soit raccord pour pas laisser de faille. Donc c'est un petit peu le carrefour de tout ça. Et toi, tu es le directeur sportif, tu es celui qui nettoie un petit peu, allez, pour être un peu plus grossier, qui nettoie un peu les chiottes de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que le président, quand il va pas bien, il t'appelle. Le DG, quand ça va pas, il t'appelle. Le coach, quand ça va pas, il t'appelle. Les joueurs, quand ils jouent pas, ils t'appellent. Les agents t'appellent. Donc toi, tu es un peu au carrefour de tout. T'es un peu la Tu es psychologue du club, mais un mieux payé.
Ouais, c'est ça. Et t'as pas que des problèmes psychologiques. Mais voilà, t'as un petit peu au carrefour de tout. C'est à la fois passionnant, mais hyper chronophage. Ouais, bien sûr. Mais ça reste quand même quelque chose de très Ouais, très passionnant humainement, très valorisant au final aussi, et très passionnant. bien sûr. Ok. Donc ensuite, on s'interroge sur, malgré le fait que les clubs et certains ont leur propre centre de formation, est-ce qu'ils sont à l'affût des jeunes pépites qui performent en national? Alors, en fait, dans les clubs, on va dire qu'on leur centre de formation, tous les clubs pro ont leur centre de formation. Ouais, Après, il y a différentes catégories, catégorie A, catégorie B. Euh, de manière générale, les clubs forment beaucoup, mais utilisent très peu les joueurs formés dans leur équipe professionnelle. Allez, à part Rennes en ce moment, sinon tu t'aperçois que tous les clubs forment beaucoup, mais leurs joueurs vont s'épanouir dans d'autres. ouais, Alors, bon, je pense que les très gros, on va dire, clubs formateurs, eux, non, ils ne vont pas les regarder en national. Non, c'est pas la peine. Rennes ne va pas chercher en national, j'ai pas d'exemple de ça. ouais. Mais par contre, tous les autres clubs pro, ça veut dire que allez, le deuxième tiers de la Ligue 1 et puis toute la Ligue 2 où il reste à l'affût des meilleurs joueurs dans le national et voire national des meilleurs joueurs dans le monde amateur. Ça, Ok. oui. Le championnat national est hyper scouté Ouais, tous les ans et tous les ans, tu as 5-6 joueurs qui signent pro en Ligue 1. ok. Ok, c'est bon à savoir alors, ça va encourager nos jeunes. Oui, non, mais il faut bien sûr que le joueur qui est talentueux à un moment, à partir de la Nationale 2, il y a des scouts sur tous les matchs tout le temps. Donc, c'est ce que je dis aux jeunes, attention au comportement. Ouais. Ça veut dire que ça c'est rédhibitoire. Moi, quand j'étais recruteur, rien qu'à l'échauffement, je te regarde et je sais qui tu es. Je sais la manière de te comporter, la manière dont tu vas t'échauffer. Tu as un langage corporel ça ne veut pas dire que je ne vais pas te signer, mais je vais te signer en conséquence Ouais, de bien ce que sûr. j'ai vu. Donc, ça veut dire que, à un moment, peut-être je vais être très dur tout de suite avec toi, ou peut-être que je vais te faire passer par l'équipe réserve parce qu'il faut que voilà, ton comportement il n'est pas adéquat pour l'instant. Ouais. Donc, ce que je dis, tout ce que vous faites est vu. Donc, il faut apprendre à tous les jeunes à gérer leur image. Parce qu'à un moment, quand tu es remplaçant, le comportement, quand tu es remplacé pendant le match, le comportement que tu vas avoir au moment où tu sors, ça va donner aussi de l'indication. C'est clair. Moi, je vais prendre un gamin qui, parce qu'il est en National 2 jeu, il fait la tronche quand il sort, alors qu'est-ce que ça va être quand il va être en Ligue 1. Tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire. non, bien Donc, tous les comportements, notamment chez les jeunes, attention à ça. Par contre, il faut y croire parce que, voilà, moi, ouais, même maintenant encore, je vais sur les matchs de N2, quand j'entends parler d'un profil spécifique, bah, je vais voir tout de suite parce qu'il faut être le premier à le voir. Donc, il y a du monde partout. Les matchs U19 nationaux des clubs pro et U17 sont hyper scoutés aussi ouais. par les agents, par les autres clubs, par les clubs européens. Donc, non, non, tous les matchs sont vus. Et en plus, maintenant, on possède des logiciels qui nous permettent, quand on a loupé un match, de revenir vite dessus s'il a été filmé. Ok. Ok. Alors, on dit souvent que les mentalités changent, notamment chez les jeunes footballeurs, mais quels sont les paramètres qui font qu'un apprenti va percer et perdurer, va pérenniser sa carrière au niveau pro? La passion, évidemment, Ouais, parce que les gamins, quand ils rentrent à 14 ans dans un centre de formation, la passion, elle peut vite disparaître parce que ça devient un métier. Tous les jours, d'être à l'entraînement, à un moment, ça peut être usant. Et en plus d'être sur le grill en permanence, de savoir qu'à la fin de l'année, tu peux être viré du centre de formation, que le week-end, tu vas peut-être pas jouer parce qu'ils ont fait redescendre de la catégorie au-dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça peut être hyper frustrant et ça peut démotiver. Donc évidemment, il faut garder cette fraîcheur le plus longtemps possible, continuer à aimer le football pour ce qu'il est, le plaisir de jouer, et puis essayer de mettre à côté toutes ces petites frustrations. C'est un moment, c'est dur, hein, de 14 à 18, 19, 20 ans, où voilà, tu es en concurrence en permanence. bien Tous sûr. les entraînements, il faut que tu sois à fond, il faut éviter les blessures.
on te demande d'être exemplaire alors que tu n'as pas eu encore de jeunesse, Mm. ce qu'on ne demanderait pas aux autres. Hein. Non, c'est clair. Donc, c'est vraiment un vrai sacrifice. Mais tout ça, il faut quand même garder cette étincelle et d'aimer le football pour ce qu'il est. Et après, l'entourage. L'entourage. Il est primordial de bien s'entourer. On a trop de gamins qui partent dans des clubs à l'étranger hyper jeunes parce que les agents prennent des billets très rapidement et eux, puis après, les gamins, ils sont complètement perdus là-bas, ils ne savent plus comment revenir. Donc, l'entourage est primordial, c'est ce que je dis. Les parents, protégez vos enfants le maximum. Avant 18 ans, c'est quand même vous qui connaissez mieux votre petit bonhomme qu'un agent qui va débouler et qui va dire bon, moi, je vais gérer la carrière. Il n'a jamais vu votre fils jouer. Et lui, ce qu'il voit, évidemment, c'est le billet. Donc, voilà. Après, une fois que le petit signe son premier contrat pro, il y a d'autres enjeux, qu'on se fasse encadrer par un agent. Bon, voilà, ça me paraît normal. Mais au départ, sur les contrats dans les centres de formation, ça sert à quoi d'aller négocier des choses pour gagner 100 euros de plus, alors que le petit, il est déjà dans les rails, que voilà, ça suit son cours. Ouais. L'argent, c'est pas maintenant. L'argent, c'est une fois qu'on a signé pro. Et encore, le premier contrat pro, presque, on ne le compte pas. C'est au deuxième contrat pro que là, on a prouvé qu'on était un vrai joueur professionnel, que là, l'argent doit commencer à rentrer. Ouais. Quand on est jeune, ça ne doit pas être le premier motif. Ok. Mais l'entourage, c'est primordial. Oui, bien sûr. Mais du coup, tu as anticipé ma question où je te disais que dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'agents et que maintenant, c'est une pratique très répandue. Donc, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Du coup, j'ai ta réponse. Enfin, tôt, en tout cas, non. Non, tôt, non. Je pense qu'à un moment, non, parce que les agents, quand le club formateur propose déjà un contrat au petit, c'est qu'il y croit. Il n'est pas là pour léser le petit et lui dire bah non, je te fais signer, mais tout compte fait, je te mets au plus bas parce que non, à un moment, évidemment, que le club, s'il investit, même si la somme ne paraît pas haute, c'est qu'il croit dans le joueur. Et après, pour revenir sur ta question, la concurrence ne fait pas de mal, évidemment. Plus il y a d'agents, plus on peut faire des choix. Il y a une époque où ils étaient une dizaine, ils avaient tout le marché. Ils avaient une position dominante. Ils étaient à la fois agents de joueurs, mais aussi très proches des clubs, très proches des présidents, parce que tout le monde se connaissait. Donc, des fois, ça pouvait être à ton avantage, des fois à ton désavantage. Maintenant, la concurrence est rude. Après, ce qui est dur dans ce métier-là, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui le font sans licence, sans le droit de le faire, avec des compétences pas forcément reconnues. Donc, le danger, c'est ça, c'est d'un moment confier sa carrière à quelqu'un qui te fait croire qu'il a du réseau, mais qu'il n'en a pas, qu'il n'en a pas forcément. C'est presque toi, le joueur, qui est l'agent du mec. C'est parce que tu es bon qu'il va te trouver un club. Si tu étais nul, il ne te trouverait pas le club. Donc, il ne faut pas oublier, la première chose, c'est ça, c'est pour trouver des clubs, il faut être performant sportivement. L'agent, il est là en accompagnement pour un moment, certainement trouver le club et le projet qui correspond le mieux à ton profil. Si tu es un joueur technique et qui aime bien jouer avec les autres, il ne faut peut-être pas t'envoyer dans une équipe qui joue la transition et qui joue le contre. Donc, toi, tu n'es peut-être pas au courant de tout ça, mais ton agent, il doit savoir un peu les clubs qui peuvent correspondre plus à ton profil. Voilà, l'agent, c'est un accompagnant. Mais celui qui fait et défait la carrière, c'est toi, le joueur. Si à un moment, tu es performant, les clubs, ils vont venir et l'argent, il va venir. Et le premier critère, il est là. L'agent, lui, il vient pour mettre le cadre juridique du contrat, la négociation des petites choses, trouver le projet adéquat, mais il ne faut pas mettre les choses à l'envers. La première chose, c'est la performance du joueur. Oui, bien sûr. Ok. Du coup, en tant qu'ancien directeur sportif, vu que c'est plus d'actualité, le plus difficile, mais tu as répondu à demi-mot tout à l'heure à la question, le plus difficile à gérer, est-ce que c'est les joueurs eux-mêmes ou bien c'est l'entourage, les agents et tout ce qui est autour, les avocats? Il n'y a pas de règle générale.
des fois, les parents, ce qui peut être gênant, c'est qu'ils peuvent être dans l'émotion. Ouais, bien sûr. Donc là, quand on a affaire aux parents, souvent, il y a de l'émotion parce qu'ils protègent leur enfant. Donc là, il faut faire attention, on marche souvent sur des œufs. Moi, j'ai eu des jeunes pros, voilà, les parents ne comprennent pas forcément pourquoi le petit ne joue pas, ne comprennent pas forcément les enjeux globaux d'un club. Donc là, ça peut être délicat. Après, les agents, souvent, ce qui peut être tendu, c'est quand à un moment, on s'est trompé sur le recrutement, le projet ne correspond pas et qu'il faut trouver une solution pour le joueur parce qu'il ne joue pas. Ouais. Donc là, il peut y avoir l'agent, voilà, il faut trouver un club pour son joueur, mais il va peut-être perdre de la commission de l'argent parce que le joueur va aller en Ligue 2, que lui, il avait des commissions sur la Ligue 1. Donc, il peut y avoir, tu vois, des sources de tension comme ça. Ouais. Après, avec les joueurs, évidemment, il faut gérer la frustration quand ils ne jouent pas et le fait qu'à un moment, ils peuvent passer une année, ou quelques mois sans apparaître. Ça, c'est très dur. Donc là, il faut trouver des arguments pour les laisser, en tout cas, les rendre le plus compétitifs possible. Et là, humainement, ça peut être dur parce qu'à un moment, tu ne peux pas lui dire continue à bien t'entraîner si tout le week-end, il ne joue pas, quoi. Donc, il faut aller chercher d'autres ressorts. Et là, je pense qu'il faut aller chercher des formations un peu de psycho pour avoir des arguments. Tu ne peux pas lui dire toutes les semaines, hein, continue, ça va venir. Tu travailles bien, ça va venir. Parce qu'à un moment, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis à la 4e semaine, il va plus de moi, ça ne change rien. Donc là, je pense qu'il faut apporter d'autres arguments et il faut aller chercher un peu plus dans la psycho. Je trouve que dans le foot, on manque de formation là-dessus. Mais non, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai jamais eu de. Ouais, dans l'ensemble, évidemment, il peut y avoir des accrochages, mais c'est normal. Et en plus, on est quand même dans un monde d'argent et de passion. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un métier où le coach peut avoir le droit un peu de vie et de mort sur son joueur. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il décide de ne pas te faire jouer parce que ta tête lui reveut un pas, pour X raison et qu'il te laisse une année, ta carrière elle peut finir. Donc, évidemment, dans les autres métiers, ça n'existe pas, ça. Il y a un moment, quand tu travailles à la banque, le mec de la banque, il dit pas, bah non, toi demain, tu restes chez toi, tu ne viens pas travailler, j'ai pas envie de te voir. Ouais, donc, non, c'est quand même un milieu un peu particulier, mais il n'y a pas plus de difficultés avec un. Le seul truc, voilà, c'est l'émotion de la famille, des fois, qui peut nous emmener loin. Ouais. Ok. Et du coup, tu l'évoquais tout à l'heure, le fait que les parents ils connaissent mieux leurs enfants, surtout quand ils sont jeunes, plutôt que les agents. Est-ce que tu trouves que maintenant, on signe les jeunes pros un peu trop rapidement? Oui, c'est sûr, mais pour les bonnes raisons. C'est que tant qu'on ne sera pas protégé sur la formation, on est obligé de protéger nos joueurs. Si on ne les signe pas pro, les clubs étrangers viennent les signer pro avec des sommes tellement énormes que même quand on les signe, déjà, on n'est pas à l'abri. Donc, si tu ne les signes pas, tu l'as déjà perdu d'avance. Donc, évidemment, dès qu'on a un joueur qui a un petit peu de talent ou qui est appelé dans les équipes de France jeunes, pour se protéger, on est obligé de les faire signer pro. Ce qui est délicat, c'est que le jeune joueur pense qu'il a le niveau pro, du coup. Ouais. Alors que non. Non, il a le contrat pro, mais il n'a pas le niveau pro. C'est juste une manière de le verrouiller, quoi. C'est juste une manière de le récompenser et puis, oui, de le verrouiller et de protéger le club. Mais après, les jeunes ne comprennent pas pourquoi ils ne s'entraînent pas avec les pros, parce que pourquoi voilà, ils ne sont pas transférés, enfin plein de choses. Alors que non, tu es pro par le contrat, mais pas par le niveau. Et ça, c'est dur à faire entendre. C'est dur à faire entendre. Oui, donc, on est tous un petit peu victimes du système qui fait que la formation, et notamment en France, qui est très performante, elle ne soit pas assez protégée. Ok. Est-ce qu'il y a pour toi des jeunes que tu as connus, que ce soit à Angers ou à Dijon, qui pour toi ont un avenir prometteur? Est-ce qu'il y a des pépites là que tu peux nous citer, qu'on doit suivre absolument? Moi, j'ai connu le petit Mohamed Ali Chaud, qui a 16 ans, qui a joué à 16 ans en Ligue 1, qui a marqué à 16 ans en Ligue 1. Donc, tu vois, c'est un petit peu de l'ordre de l'extraordinaire pour le SCO. Le SCO a quand même eu, sur des jeunes, Rayhan Aït Nouri, à 17 ans, qui a joué en Ligue 1 aussi,
Donc, il y a là, il y a encore un petit jeune, là, le petit Baoya, qui est intéressant aussi. Donc, oui, sur des générations comme ça, il y a toujours un ou deux joueurs voilà, qui sont hors normes, on va dire. Mais le Ouais, petit Ali Chaud, c'est celui oui, qui a été le plus précoce et qui est déjà à la Real Sociedad, donc qui est déjà dans un bon club européen. ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que pour toi, quel conseil donnerais-tu à un jeune joueur qui a le choix entre jouer dans un grand club style PSG, OM directement, ou il n'aura pas forcément énormément de temps de jeu, plutôt que jouer dans un club, je dirais, de niveau minime, où il aura plus la possibilité d'être vu? Moi, je conseille de jouer. Ouais, On est des joueurs. Voilà. Ce qui nous a animés, c'est le fait de jouer au foot. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas signer dans les grands clubs. ouais, Je dis que dans le projet que l'on construit, il faut jouer. Donc, il faut se faire prêter ou avoir des certitudes de pouvoir s'exprimer dans le club dans lequel on signe. Mais il faut jouer. Parce que dès que tu joues plus, on t'oublie. ok, Et tu sors des radars. Et la France est un pays où ça forme vite, ça forme bien. Et qu'un an sans jouer, il y a un autre qui a pris ta place. ouais, Ça arrive vite, tous les ans, il y a des phénomènes. Euh, donc, on ne peut pas se permettre de passer une année sans jouer parce qu'il y en a un qui arrive, qui prend ta place et toi, on t'oublie. hmm, Donc, oui, donc, tu vas toucher l'argent de 3 ou 4 ans d'années de contrat, mais à la fin, tu vas finir par repartir d'en bas, en National 2, ou dans un club en Bulgarie, ou je ne sais où. Donc, hmm, non, le premier conseil, c'est il faut jouer, point barre. Donc, bien monter son projet avec ses parents ou son agent si on en a un, mais mettre le jeu au cœur du projet et la progression au cœur du projet. Euh, L'argent, ça viendra une fois la performance. ok, ok, très bien. Et enfin, pour clôturer cette interview, quelles sont pour toi les clés du succès? Alors, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, Ouais. la passion, évidemment. C'est-à-dire que même moi, maintenant, je me donnerais pour faire une partie de foot. J'adore toujours ça et je suis passionné de ça. J'adore regarder les matchs. J'aime vraiment le foot de manière générale. Euh, et puis, il y a donc, aimer s'entraîner. Ouais. L'entraînement aussi, c'est quand même tous les jours. C'est quand même un super métier de tous les jours aller sur un terrain de foot et jouer au ballon, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut aimer ça. Mais maintenant, après, il y a des critères de haut niveau qui sont obligatoires pour réussir. L'intensité. Le foot, le football moderne, c'est un football d'intensité. Donc, faut arrêter de croire parce qu'on est talentueux, on va pouvoir s'en sortir. Non. Mm. Les clubs qui gagnent la Ligue des Champions, c'est des clubs avec des joueurs très talentueux, mais en plus qui mettent une intensité de folle. Un match de Ligue des Champions, c'est entre 55 à 60 minutes de haute intensité. Donc, il faut pouvoir les suivre. Donc, il faut s'habituer très jeune à supporter cette haute intensité. Euh, et puis après, avoir l'envie sans cesse de progresser. Ouais. Ça, c'est hyper important parce que le haut niveau, maintenant, ça demande de la prise d'infos, de l'exécution technique sous forte contrainte, pressing, densité. Et donc, il faut tous les jours se mettre des objectifs de progression, qu'ils soient physiques, qu'ils soient techniques, qu'ils soient sur la prise d'informations. Mais on a plein de données maintenant, parce qu'on est dans le monde de la data. Un joueur de championnat National 2, National, il prend l'info, on touche un ballon 2 ou 3 fois, 4 fois maximum. En Ligue 2, tu passes à 5, 6. En Ligue 1, 7, 8. Et puis en Ligue des Champions, au-dessus de 10, ou en tout cas entre 9. Donc voilà, il y a des critères comme ça. Donc, être au courant de ça et se dire, voilà, moi je sais que si je vais là-haut, il faut que je m'entraîne là-dessus. Prise d'information, la qualité de la première touche de balle, c'est ce qui va faire la différence quand on est sous pression. Ouais. Sous le stress, parce qu'un match de foot, c'est plein de bruit, plein d'informations qu'il faut traiter en même temps. Une dizaine d'informations qui arrivent.
Le bruit du stade, le ballon à regarder, les partenaires, les adversaires, l'entraîneur, les mecs qui te parlent. Donc, c'est pour ça que le joueur est quand même une machine fantastique. Hein. Je pense qu'il y a quand même peu de gens qui sont capables de traiter autant d'informations en même temps. Donc, moi, ça me fait rire quand on dit que les joueurs sont des blaireaux ou idiots. Moi, je trouve que au contraire, ce sont des belles machines. Mais au-delà de la petite plaisanterie, mais voilà, quand on veut aller au haut niveau, il y a tout un tas maintenant de critères qui sont à disposition et qui nous permettent de travailler spécifiquement là-dessus. Les gammes, faire une bonne passe, c'est mieux que de faire un passement de jambe qui ne sert à rien. Être capable de régaler son partenaire, de mettre la bonne passe dans le bon tempo, c'est des choses qui se perdent. Maintenant, les joueurs font des choses techniques extraordinaires, capables techniquement de faire des roulettes, des trucs. Par contre, tu as une bonne passe au partenaire qui va le mettre dans de bonnes conditions pour marquer ou pour mettre une passe décisive. On l'oublie, ça, c'est des choses fondamentales. C'est pour ça que les Espagnols sont très forts dans le football, parce que ça, ils savent bien le faire, notamment collectivement, de faire briller les autres. Mais voilà, il y a plein de choses dans le haut niveau maintenant auxquelles il y a des données qu'on pose. Volume de jeu, qualité de la première touche, prise d'information. Déjà, quand on a ça, on peut voyager. Ça marche. Ok, et ben, je te remercie très sincèrement, Sébastien, pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette interview qui est pleine de très bons conseils pour les jeunes qui souhaitent devenir footballeurs professionnels. Continuez à liker, à vous abonner et à partager. Merci encore à Team BK et à très bientôt.